Alors je vais parler un petit peu tout de même d'Henri Monfred, même si je suis certain que dans cette salle, il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi sur Henri Monfred. Je ne vais pas vous raconter sa vie, de toute façon l'expo le fait bien. Hein. Ce qu'on peut juste, donc je ne vais pas vous rappeler qu'il est le fils d'un peintre, qu'il est né en 1879 à la Franquie. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de se demander comment se construit sa légende quand il devient quelqu'un de célèbre. Donc lui était parti à l'issue de toute une série d'échecs professionnels et sentimentaux. Il s'embarque en 1911 pour Djibouti, il commence à essayer de faire du commerce à Djibouti, d'abord comme employé dans une factorerie, et puis à partir de 1913, dans le trafic de perles, puis dans le trafic d'armes, puis dans le trafic de hashish. Il est contrebandier. Il commande un poutre en mer Rouge à la tête d'un équipage local. Officiellement, il est converti à l'islam, il se fait appeler Abdelaï, et il vit en marge de la société coloniale française de Djibouti. Des itinéraires comme ça, il y en a pas mal hein, au début du XXe siècle, à l'ère des grands empires coloniaux. Ce qui est intéressant ce que je trouve intéressant, moi, c'est de se demander comment est-ce que ce garçon accède à la célébrité et ce que ça nous raconte. Donc, tout commence en fait avec ce reportage que Joseph Kessel fait paraître dans Le Matin, il part en 1929, le reportage paraît en 1930. C'est pas n'importe quel reportage, c'est le reportage qui a coûté le plus cher à l'ensemble de la presse française de l'entre-deux-guerres. C'est le moment où les journaux essayent de s'appuyer sur le grand reportage et sur la signature d'un certain nombre de héros du grand reportage pour attirer des lecteurs. Kessel part en Éthiopie à la recherche, dit-il, des derniers trafics esclavagistes du continent africain. Et c'est à cette occasion qu'il fait la connaissance de Monfred. Monfred avait déjà essayé d'aider Pierre Teilhard de Chardin à monter une expédition en Égypte à la fin des années 20, et de la même façon, il se met au service de Kessel quand celui-ci débarque. Le reportage paraît en première page du Matin pendant des semaines, et c'est là qu'on voit apparaître pour la première fois Monfred comme une célébrité. Il est ici à droite de Kessel. Kessel le présente comme Monfred l'aventureux, et tout au long de son reportage, il explique comment est-ce que Monfred l'a aidé à faire son parcours, son reportage en Éthiopie. Une fois que le reportage est apparu dans les colonnes du Matin, Monfred fait ce qu'on fait à l'époque depuis le début des années 1920, c'est-à-dire qu'il récupère ses articles de journaux et il en fait un premier livre qui rassemble ces articles, qui est dans les collections de grands reportages qu'elles se sont créées à partir du début des années 1920, d'abord aux éditions Albin Michel, puis dans d'autres éditions. Ça, ils le font tous. Albert Londres, qui meurt en 1932, faisait la même chose. Mais Kessel, lui, ajoute une autre opération, c'est-à-dire qu'au lendemain de chacun de ces reportages, après avoir publié les articles en volume, il en tire un roman, Fortune carrée, qui est publié, je crois, en 1934, un peu de temps après le reportage, et là aussi, dans Fortune carrée, Kessel met en scène un personnage fictionnel, qui est inspiré de Monfred et qui s'appelle, dans le roman Fortune carrée, Mordaunt. C'est vraiment le moment où Monfred accède à la célébrité. Kessel le pousse à publier ses souvenirs d'aventurier en mer Rouge. Monfred publie Les secrets de la mer Rouge en 1931 ou 32. Et puis, Monfred va devenir une sorte de célébrité. Alors ça, c'est bien montré dans l'expo, en particulier le passage sur la pop culture. Monfred devient un personnage sous la plume de Hergé dans Les cigares du pharaon. Là, vous l'avez dans la première édition des cigares du pharaon. Là, c'est dans les albums tels qu'on peut les acheter aujourd'hui, tels qu'ils ont été redessinés par Hergé par la suite.
Mais Monfred va aussi devenir un héros de cinéma. C'est à partir des Secrets de la mer Rouge qu'on publie, on sort ce film avec Harry Bohr en 1937. Et ça y est, sa légende elle est fixée en quelque sorte. Hein, entre le reportage de Kessel et le film avec Harry Bohr, Monfred devient cet aventurier. C'est comme ça qu'il se présente, c'est comme ça qu'il sera présenté jusqu'à sa mort, et même après sa mort, puisque, ça aussi on l'a dans l'expo, quand au début des années 1990 on réédite les livres de Monfred, on demande à Hugo Pratt de faire le dessin de couverture. Hugo Pratt dessine Monfred, hein, son outre, mais c'est pas un hasard si on est allé chercher Hugo Pratt pour ça. Hugo Pratt, c'était le créateur, 30 ans plus tôt, du personnage de Porto Maltese, dont les aventures sont censées se passer, en gros, à l'époque de Monfred. Les aventures de Porto, c'est entre la guerre russo-japonaise de 1904-1905 et, dit Hugo Pratt, la guerre Espagne de 1936. Donc voilà, c'est ça, le type qui est fixé par Monfred. Et évidemment, on aurait envie de se dire que c'est une vie extraordinaire, que c'est une vie d'aventure fantastique. Et si vous mettez un historien face à cette vie-là, l'historien il va faire ce qu'il va faire ce soir, c'est-à-dire qu'il va rendre tout ça extrêmement décevant. Puisque ce que font les historiens, c'est qu'ils essaient d'insérer les trajectoires, même les plus extraordinaires, dans des logiques historiques et sociales, la logique de la société d'une époque donnée. Et évidemment, ça va nous donner à penser que Monfred a évidemment vécu une vie extrêmement étonnante, mais qu'il n'aurait pas pu la vivre à une autre époque. Et que si il a réussi à la construire comme ça, et à fabriquer cette légende-là, c'est parce qu'il s'est adossé à toute une histoire longue des représentations de l'aventure. Une histoire des rêves d'aventure dont il est sans doute bien davantage l'héritier que le révolutionnaire. Et c'est ça que je voudrais essayer de vous raconter ce soir en se demandant, on va faire simple, hein, la question que se pose l'historien, lui, quand il travaille, c'est de dire mais de quand ça date? Donc on remonte le fil du temps, comme ça, en cherchant les influences de Monfred. Mais après, quand nous, on raconte l'histoire, on la raconte dans l'ordre chronologique. Alors, il me semble que si on cherche à élucider cette histoire dont Monfred est le produit, il faut remonter jusqu'au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, quand s'invente un genre de récit de voyage qui n'existait pas jusque-là, que les spécialistes appellent le récit de voyage romantique, qu'on peut retrouver chez plein de gens, chez Bernardin de Saint-Pierre, chez Goethe, chez Laurence Sterne. Mais le grand nom en France de ce récit de voyage romantique, c'est Chateaubriand et l'itinéraire de Paris à Jérusalem que Chateaubriand publie en 1811. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui change autour de Goethe, Sterne, Bernardin de Saint-Pierre et surtout Chateaubriand? Qu'est-ce qui s'invente à ce moment-là? Parce que des récits de voyage, il y en a plein avant le tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Mais le récit de voyage de l'âge classique, le récit de voyage des XVIIe et XVIIIe siècles, il a une ambition très claire, qui est que on s'efforce de présenter dans le récit les connaissances qui ont été rapportées par le voyageur. Ce qui compte dans un récit de voyage des XVIIe et XVIIIe siècle, c'est la description des scènes, des types, des paysages que le voyageur a rencontrés. À partir du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, c'est plus tout à fait le cas. C'est ce qu'explique très bien Chateaubriand dans les 3 préfaces qu'il fait à l'itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est-à-dire, il dit, moi, dans ce récit, dit Chateaubriand, je parle éternellement de moi. Ce qui compte, c'est pas tellement la description que je vais pouvoir vous faire de la Grèce, de la Terre Sainte. Ce qui compte, c'est la restitution des émotions que moi, j'ai ressenties face au spectacle du monde. Ce qui compte, c'est la mise en récit des aventures qui me sont survenues. Et ça, c'est une bascule.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'aventure dans les récits des XVIIe et XVIIIe siècles. Il pouvait y en avoir. Et il y en avait même qui étaient d'ailleurs nommés comme ça. Mais le code qui régit le récit d'aventure au XVIIe et XVIIIe siècle, dans l'expérience du voyage, c'est le code de l'anecdote. C'est-à-dire que l'aventure n'a de sens dans ces récits-là qu'à partir du moment où elle permet d'apprendre quelque chose au lecteur sur les sociétés visitées par le voyageur. À partir du récit de voyage romantique, c'est plus le cas. Ce qui compte, c'est l'expression de la personnalité du voyageur. Et ça, ce moment-là, alors on dit l'itinéraire de Paris-Jérusalem en 1811 parce que c'est une date commode, mais enfin, ce moment tournant 18e, 19e siècle, c'est lui qui va ensuite lancer toute l'esthétique qui s'impose au 19e siècle. Le 19e siècle s'est imposé comme le grand siècle du récit d'aventure. Et Monfrède, qui est né en 1879, il a eu son enfance bercée par les récits d'aventure du 19e siècle. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y avait pas des récits d'aventure autrefois, et on peut toujours s'imaginer que l'Odyssée d'Ulysse, ou toutes les aventures d'Amadis de Gaulle, telles qu'elles sont ensuite singées par Don Quichotte, le Robinson Crusoe à partir du début du XVIIIe siècle, ou même les contes, le Petit Poucet, des choses comme ça, c'était des aventures. Mais la singularité du XIXe siècle, ce qui se passe à partir du moment romantique, c'est que ces aventures, on va les transposer dans la réalité du monde. On ne va pas inventer quelque chose d'explicitement fictionnel. Et ça se repère bien, puisque aux alentours des années 1850 à peu près, entre la fin des années 1840 et le début des années 1860, disons, c'est le moment où on invente le roman d'aventure comme genre éditorial. Alors les critiques littéraires ne sont pas tous d'accord là-dessus. Eux pensent que l'aventure, elle fait partie du roman depuis que le roman existe, et qu'on peut tout à fait lire l'Odyssée d'Ulysse comme un roman d'aventure. Mais chez les libraires et chez les éditeurs, le fait de vendre un livre comme un roman d'aventure, ça c'est quelque chose qui apparaît au milieu du XIXe siècle. Avec des auteurs qu'on a bien oubliés aujourd'hui, mais qui ont connu une grande gloire dans la France du Second Empire, disons. Gabriel Ferry, qui avait beaucoup voyagé dans ce qui est aujourd'hui le sud des États-Unis, le nord du Mexique. Gustave Aimard, qui avait beaucoup voyagé au Mexique et également en Amérique du Sud. Et celui qu'on appelait à l'époque le capitaine Meinrad, qui écrivait en anglais, mais dont les œuvres étaient traduites, et qui était sans doute, dans les années 1860, un des romanciers les plus populaires en France. C'est autour de ces gens-là que se cristallise le roman d'aventure, et ce qui est intéressant quand on réfléchit à ce que c'est qu'une révolution littéraire, c'est qu'ils n'avaient pas du tout le sentiment de l'accomplir. Eux ne se présentaient pas comme des révolutionnaires de la littérature, loin de là. C'était des romanciers populaires, et c'était des romanciers qui prétendaient ne rien inventer. Eux, ils disaient qu'ils étaient les disciples de Fenimore Cooper, dont les livres ont été traduits en France à partir des années 1820, ou de Walter Scott. Mais Fenimore Cooper ou Walter Scott, à leur époque, n'étaient pas du tout considérés comme des romanciers d'aventure. Ils étaient considérés comme des romanciers historiques. Alors pour Walter Scott, c'est évident, il fixe Ivanhoe dans un Moyen-Âge rêvé, mais même pour Cooper, puisque Cooper prétendait raconter l'histoire des États-Unis d'Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Et quand c'est publié dans les années 1820 et tout au long du XIXe siècle, quand on lit Cooper, on le lit comme le témoin d'un monde oublié à l'époque même de Cooper. Alors que eux racontent leurs propres aventures dans le monde américain, en l'occurrence, qu'ils avaient connu. Et c'est eux qui cristallisent ce qu'on peut appeler un artefact éditorial, si on veut, mais enfin, ce genre nouveau du récit d'aventure. Alors aujourd'hui, on les a oubliés, et si on les a oubliés, c'est parce que très peu de temps. Donc Ferry commence à publier en 1846, je crois, quelque chose comme ça, Aimard dans les années 1850.
c'est des gens qu'on lisait encore dans les décennies qui ont suivi. On considère par exemple que Gabriel Ferry, c'est une des sources du bateau-ivre d'Arthur Rimbaud. Rimbaud avait lu Gabriel Ferry. Mais on va les oublier, aujourd'hui on les a complètement oubliés parce que, à partir des années 1860, toute cette préhistoire du roman d'aventure est balayée par celui qui va devenir le maître du roman d'aventure, qui est Jules Verne. Succès immense, à la mort de Jules Verne en 1905, il a vendu plus d'1 million d'exemplaires de ses livres, et Jules Verne, on en reparlera bien sûr, mais il incarne vraiment cette volonté de mélanger le récit d'aventure avec le monde dans lequel il vit. Et c'est tellement vrai qu'il utilise les derniers récits de voyage géographiques en date pour fixer le décor de ses romans. Et d'ailleurs, ces romans ont pour ultime but de faire connaître la géographie de la planète. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce succès des romans d'aventure, et particulièrement ceux de Jules Verne? Il faut l'expliquer il y a 2 raisons qui l'expliquent, très différentes. La première de ces raisons, c'est le grand mouvement d'exploration scientifique du monde, qui a commencé, alors on peut toujours dire que ça a commencé avec les grandes découvertes, mais qui s'est institutionnalisé, disons, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Quand on a dans la foulée des grands voyages de circumnavigation de Cook, de Bougainville, de La Pérouse, quand on a créé des institutions qui avaient pour but de donner à voir et à comprendre le monde actuel. C'est l'African Association de Londres, par exemple, en 1795, c'est la Société de géographie de Paris, en 1821, et c'est toute une presse, parfois sérieuse, comme les Annales des voyages, parfois destinée aux enfants, comme le Journal des voyages, parfois d'actualité, comme le Tour du Monde, mais c'est toute une presse au XIXe siècle qui va diffuser massivement des récits de voyage, régis par le code romantique des aventures, souvent accompagnés d'illustrations, pour donner à voir le monde tel que les Européens sont en train de l'explorer. La caractéristique de ces récits, c'est important quand on pense à Monfred et à la façon dont c'est bien montré d'ailleurs dans un moment de l'expo, c'est de brouiller la frontière entre la réalité et la fiction. Soit on écrit des romans, mais qui prétendent restituer la réalité du monde, soit on écrit des récits de voyage qui se donnent comme vrais, mais on utilise pour les mettre en récit des codes qui sont les codes du roman d'aventure. Ce brouillage de la fiction et du roman, on le voit très très bien dans toute cette presse de l'époque, et notamment la presse qui est destinée aux enfants, et notamment ce journal qui est le grand journal de voyage de la fin du XIXe siècle, qui est créé en 2 temps, en 1875 et 1877, qui va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui est récompensé par toute une série de prix, de la même façon qu'on donnait les livres de Jules Verne en étrenne aux enfants méritants des écoles, on leur donnait aussi des abonnements au journal des voyages. Là, si j'ai choisi celle-là de couverture du journal des voyages, c'est parce qu'elle est assez caractéristique de l'entreprise de l'époque. Le journal des voyages publie dans ce numéro-là et les numéros qui vont suivre un récit du capitaine Binger, explorateur de l'Afrique de l'Ouest, mais qui à ce moment-là vient d'accéder à un haut poste au ministère des colonies, au secrétariat d'État aux colonies. Et Binger raconte son exploration de l'Afrique de l'Ouest avec ce titre-là, « Comment on devient explorateur ». Et pour illustrer ce processus, comment on devient explorateur, c'est-à-dire dans l'esprit de Binger, comment on devient responsable à l'intérieur du ministère des colonies, il met en scène un jeune garçon qui s'endort sur un livre, on ne sait pas lequel, et qui va rêver
à partir de ses lectures de Touareg, d'Anamite et de tout ce qui est en train de constituer l'empire colonial français. En établissant un lien entre des lectures dont on ne sait pas très bien si elles sont des romans ou des récits, et des rêves d'aventure qui sont orientés en direction de la propagande coloniale. Et puis il y a un autre mouvement qui explique le succès des romans d'aventure à l'époque, qui n'a rien à voir avec le mouvement d'exploration du monde, mais qui est contemporain. C'est l'avènement de la pédagogie par la récréation. Cette idée qu'un enfant va mieux assimiler les connaissances si on les lui propose sous une forme ludique. C'est un mouvement qui court tout au long du XVIIIe siècle et qui s'institutionnalise à la fin du XVIIIe et qui va triompher au XIXe siècle et qui explique le succès de l'œuvre de Jules Verne. Il y a cette idée qu'un cours magistral, ou si je veux prendre un exemple beaucoup plus actuel d'une conférence, comme celle que je suis en train de faire, c'est rébarbatif pour un enfant. Et que l'enfant, et parfois même pour un adulte, je vous le conseille, et que l'enfant, si on veut le faire venir à la connaissance, il faut au départ lui proposer quelque chose qui l'aide. Or, qu'est-ce qui attire les jeunes gens, et en particulier les garçons, dans l'esprit de cette société du XIXe siècle? C'est l'aventure. C'est ce qui va leur permettre de rêver. Et donc là, on a un modèle assez important qui date du début du XVIIIe siècle, qui est le Robinson Crusoe de Daniel Defoe, qui ensuite va lui-même donner toute une série de livres qui ressemblent au principe de Robinson Crusoe, le Robinson suisse de Wyss, ou même l'île mystérieuse de Jules Verne, puisque ce sont des naufragés en ballon, qui arrivent sur une île et qui sont obligés de vivre toute une série d'aventures à partir de ça. Ce genre-là, qui est une sorte de sous-genre du roman d'aventure, qui lui préexiste en réalité, ça s'appelle la Robinsonade. Il y en a un très grand nombre au XIXe siècle. Elles bénéficient d'ailleurs, ces Robinsonades, des grandes lois scolaires, la loi Guizot de 1833, les lois de Jules Ferry de 1881-1882, puisque dans le cadre de cette scolarisation massive, il faut donner des livres de prix aux élèves méritants, des beaux livres, reliés, dorés souvent, et avec un maximum d'illustrations. Beaucoup de ces livres sont centrés sur le voyage et sur l'aventure, avec cette idée que d'une part, les jeunes garçons rêvent naturellement de voyage et d'aventure, donc on les attire vers la connaissance en leur proposant ce qu'ils aiment le plus, et que d'autre part, le voyage lui-même est porteur de vertus. L'apprentissage par l'expérience, l'endurcissement du corps et de l'esprit, le courage, et que ces vertus, l'apprentissage par l'expérience, l'endurcissement, le courage, on considère au XIXe siècle que ce sont précisément les vertus dont il est important que les jeunes gens soient convaincus de leurs bienfaits, parce que ce sont les vertus qui sont utiles aux hommes en société. Et on comprend d'ailleurs, si on lit ces textes des pédagogues en particulier, ou les avant-propos des éditeurs de tous ces livres, que ces livres s'adressent aux garçons. Qu'aux garçons, on va proposer le voyage et l'aventure, l'horizon, et qu'aux filles, on va proposer tout à fait autre chose. On va proposer plutôt le parc, avec les hauts murs du jardin de Sophie dans les romans de la comtesse de Ségur. Et que ça correspond à un grand partage, qui est que, à l'avenir, ces filles devenues des femmes auront à régner sur le foyer, sur l'intérieur, et que les hommes auront, au contraire, à gagner leur vie dans l'interaction à l'extérieur. C'est une morale. Il faut bien comprendre que ce n'est pas la réalité, que les enquêtes qui ont été menées à la fin du XXe siècle sur des gens qui avaient vécu à la Belle Époque ont montré que les filles, elles lisaient autant Jules Verne que les garçons. Mais ce n'était pas comme ça
que le marché éditorial se présente. Alors, on peut dire ça. On peut dire que le XIXe siècle invente le roman d'aventure et il est le grand siècle des romans d'aventure, en particulier pour enfants et pour adolescents. Mais si on dit ça, il ne faut quand même pas oublier que tous ces romans, ils sont profondément moraux. Les romansonnades en particulier, mais pas seulement, les romans de petits voyages, les romans d'aventure, ils manifestent des valeurs qui sont celles de la société bourgeoise du XIXe siècle. L'énergie, la ténacité, la foi et surtout, le travail et le savoir. Le principe des romansonnades, c'est toujours le même. Les naufragés, souvent en bateau, mais parfois en ballon, sont obligés de reconstruire par leur seul travail et par leur seul savoir la société qui a disparu, la civilisation dont ils sont exclus. Alors ça peut s'accompagner d'une célébration de la religion, c'est tout à fait le cas dans Robinson Crusoe, dont le principal mérite est de convertir Vendredi au christianisme, mais ça peut se traduire d'une façon beaucoup plus laïque par l'exaltation d'une morale de la connaissance et de l'effort, à l'image des héros de l'île mystérieuse qui sont finalement sauvés par le travail de tous et par la grande science de leur chef qui est ingénieur, Cyrus Smith. En tout cas, tous ces livres ne valorisent jamais les aventures elles-mêmes. Les aventures, c'est toujours quelque chose qui survient sans qu'on l'ait désiré. La Robinsonade, c'est ça. Ils n'ont pas du tout fait exprès de s'échouer sur une île déserte ou sur une île mystérieuse. Toute cette littérature du XIXe siècle ne célèbre jamais la quête des aventures pour elle-même. On peut le montrer avec un autre exemple, qui est un exemple d'histoire cette fois-ci. Le XIXe siècle, c'est aussi le siècle des grandes ruées. Ruée vers l'or, ruée vers le diamant, entre, disons, la découverte de l'or en Californie en 1848-49 et la ruée vers l'or du Klondike en 1898. Là, toute une série de ruées. Ces ruées, à d'autres bouts du monde, hein, que ce soit en Alaska, en Californie, en Afrique du Sud, en Australie, elles sont le moyen, le décor, en tout cas elles fournissent le décor de pas mal de romans d'aventure. Mais dans tous ces romans d'aventure, le chercheur d'or est un personnage profondément méprisé. Puisque vous ne trouverez jamais, par exemple, dans l'œuvre de Jules Verne, un chercheur d'or qui soit un personnage sympathique. Un chercheur d'or, pour quelqu'un comme Jules Verne, c'est quelqu'un qui tente de trouver la fortune par chance, par hasard, en creusant le bon filon, et qui ne se donne jamais les moyens d'un travail régulier, acharné, pour s'élever dans la société. D'ailleurs, si vous relisez les romans de Jules Verne, vous verrez que Jules Verne n'utilise quasiment jamais le mot aventurier. Et quand il utilise le mot aventurier, c'est toujours pour parler des chercheurs d'or, et c'est toujours de façon extrêmement négative. Et ça s'explique. Aventurier, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est une catégorie d'accusation. Celui qui est désigné comme aventurier, il est désigné à la vindicte publique. Et les modèles qu'on a d'aventuriers préalablement, ce sont, par exemple, le mercenaire des armées du Moyen-Âge, qu'on appelait comme ça, c'est le pirate des XVIIe et XVIIIe siècle, un boucanier, flibustier, ou c'est encore, au XVIIIe siècle, l'intrigant, le courtisan, dans la société de cour européenne. Au XIXe siècle, ça peut devenir ce chercheur d'or, mais ça n'est jamais un personnage positif. Quand Jules Verne envoie Michel Ardan sur la Lune, dans De la Terre à la Lune, en 1865, puis ensuite en Retour de la Lune en 1870, quand il présente Michel Ardan, Jules Verne dit « c'était un aventureux, pas aventurier ». Il y a une nuance. Une nuance qu'on entend encore dans le reportage de Kessel, quand Kessel parle de Monfred en disant « Monfred, l'aventureux ».
Il y a encore un doute, même à ce moment-là. Il faut aussi remarquer que tous ces romans du XIXe siècle, ces romans d'aventure, ça c'est quelque chose que a remarqué le philosophe Vladimir Jankélévitch, c'est vraiment très frappant pour la robinsonade, mais c'est vrai aussi pour les romans d'aventure. Tous ces héros, tous les héros de ces livres, ce sont des héros du retour. Ce sont des gens dont la principale activité est de rentrer chez eux, sur le modèle d'Ulysse, dont on ne peut pas vraiment faire un aventurier à la Manfred, par exemple, puisque le problème d'Ulysse, c'est qu'il veut retrouver sa femme, son fils, son lit, son île, dans une logique qui est presque petite bourgeoise, on pourrait dire. Hein. Pas du tout ce qui va se mettre en place à l'époque de Manfred. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de vivre des aventures, parce qu'effectivement, ceux qui vont vivre ces aventures-là, quand ils reviennent dans la société qu'ils avaient quittée, ils sont, on dit beaucoup à l'époque, mûris. On dit aussi beaucoup trempés. Ils ont un caractère trempé par les épreuves. Mais, s'ils partent, c'est toujours au nom de grandes valeurs. On part pour la science, l'exploration. On part pour la patrie, la colonisation. On part pour la religion, les missionnaires. Mais on ne part pas dans le but de vivre des aventures. Ça, c'est immoral. Alors, ce modèle-là, c'est un petit peu compliqué, même dans le domaine de la littérature pour enfants, à la toute fin du XIXe siècle, une fois que l'empire colonial était là, et qu'il y avait un intense discours de propagande coloniale. Ça, on peut le voir à travers les successeurs de Jules Verne. Si vous pensez, par exemple, alors bien oublié, cela, mais si vous avez lu Les Mots de Sartre, par exemple, vous savez que Sartre, quand il était petit, dans les années 1910, c'était un grand lecteur des romans de Louis Boussinard, qu'il mettait à l'égal de Jules Verne. Et Paul Divoye, l'auteur des 5 sous de la Varenne, de toute une série de romans d'aventure pour enfants de la Belle Époque, il avait même carrément copié Jules Verne, parce que Jules Verne, sa série de romans s'appelle Les Voyages extraordinaires à travers les mondes connus et inconnus. Et comme vous le voyez là-haut, la série de Paul Divoye s'appelle Les Voyages excentriques à travers les mondes connus et inconnus. C'était presque un plagiat. Mais il y a une énorme différence entre Boussinard et Paul Divoye et Jules Verne. Ils ne vivent pas au même moment. Verne meurt en 1905. Eux commencent à publier à la fin des années 1890, enfin, dans les années 1890, c'est-à-dire au moment où l'Empire est là, l'Empire colonial est là. Et un des objectifs des romans de Paul Divoye et de Louis Boussinard, c'est aussi de sensibiliser les jeunes lecteurs français à l'existence de l'Empire. Jules Verne, pas du tout. Hein, si vous relisez, en tout cas le premier Jules Verne, la plupart des héros de Jules Verne sont des Anglais et des Américains. Les Français n'arrivent qu'en 3e position dans les personnages de Jules Verne. Alors que là, on va avoir que des héros français. Si ces héros français, dont on présente les aventures à des petits-enfants français, à la Belle Époque, l'enjeu, c'est évidemment de favoriser l'expatriation. Soit comme marchands, comme missionnaires, comme soldats, comme marins, les 4 catégories de voyageurs qu'identifiait Rousseau au XVIIIe siècle, soit comme colons. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu neuf autour de l'Empire, puisque ces héros ne sont plus nécessairement des héros du retour, puisqu'on les invite à partir dans l'Empire colonial pour le développer, éventuellement en s'y installant. Ce qu'accomplit Jules Verne à la fin de sa vie s'en rend compte, et il invente comme ça un roman qui est d'ailleurs une robinsonade, où finalement les héros, à la suite d'un naufrage malheureux, vont coloniser une terre et s'installer sur cette nouvelle terre. Mais justement, ce livre, Jules Verne va l'appeler « Seconde patrie », avec l'idée que, en fait, ça reste malgré tout un voyage de retour, puisqu'on recrée une patrie quelque part. Dans tous les cas, dans toute cette littérature, tout le temps,
le renoncement aux aventures, c'est le signe du passage à l'âge adulte. Vous pouvez être une tête brûlée, adolescente, qui finit par se laisser embarquer dans un voyage un peu périlleux et bêtement faire naufrage, ou vous retrouvez dans des situations invraisemblables et avoir envie de rentrer chez vous, mais si c'est le cas, c'est parce que vous êtes jeune. Et que quand vous serez un adulte, ce goût des aventures va vous passer. Il n'aura pas eu que des effets négatifs, puisqu'il aura contribué à vous tremper le caractère, mais à condition de bien revenir dans la société de départ. Et d'ailleurs, Jules Verne, c'est le plus grand marieur de la littérature française du XIXe siècle. Quasiment tous ses romans se finissent par le mariage des héros. Donc on reprend une logique qui était un petit peu la logique du roman de chevalerie du Moyen-Âge, où l'épreuve initiatique étant terminée, le héros prend place dans la société. On sait à l'époque qu'il y a des têtes brûlées, comme Montfred finira par apparaître, et qu'il y a des gens qui ne deviendront jamais adultes, qui en sont incapables, et qui d'ailleurs, à ce titre-là, sont des dangers pour la société. Et dans les traités d'économie politique de la fin du XIXe siècle, ce problème existe. On se demande ce qu'on va faire de ces individus qui, s'ils restent dans la société à laquelle ils appartiennent, ils vont la déséquilibrer. Ils vont transformer l'ordre en chaos à cause de leur goût de l'aventure. C'est pour ces gens-là, dans les traités d'économie politique de la fin du XIXe siècle, pour ces gens-là, on dit qu'il y a une solution. C'est l'Empire. L'économie joue le rôle, et ça c'est une expression de l'époque, de soupape de sûreté. Il existe un désir d'aventure dans la société qui peut déséquilibrer la société. Les colonies vont être le moyen d'envoyer au loin ces jeunes hommes qui poseraient problème à la société française, et là-bas, ils pourront être utiles. Celui qui l'a le mieux dit, sans doute, c'est Claude Farrère, officier de marine, académicien français, comme vous pouvez le voir, et prix Goncourt 1905, pour ce livre qui s'appelle Les Civilisés. Et dans Les Civilisés, Farrère met ça en scène, et les aventuriers qui partent comme ça vers des terres lointaines, il les qualifie de fumier humain. Ce qui dit exactement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que ce fumier humain, on va l'épandre sur les terres coloniales, et sur ce fumier, on fera pousser les fleurs de la civilisation. Alors c'était quand même un drôle de siècle, celui de la jeunesse de Montfred, puisque c'est un siècle qui utilisait massivement le thème des aventures, beaucoup plus que tous les siècles précédents, tout en refusant de considérer que la quête des aventures pour elle-même, c'était quelque chose de positif. Et nous, ça doit nous intriguer un peu, puisque aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser qu'un aventurier, c'est quelqu'un de positif. En tout cas, que vivre une vie d'aventure, être un aventurier, c'est le moyen de se réaliser soi-même. Cette idée-là, elle est vraiment très récente. Elle apparaît au tournant des 19e et 20e siècles. D'abord sur un modèle, comme on disait à l'époque, anglo-saxon. On dirait aujourd'hui anglo-américain. Dans une série d'articles de la Nouvelle Revue Française en 1913, le critique Jacques Rivière disait qu'on n'a pas de roman d'aventure en France. On peut dire qu'il est gonflé, Jacques Rivière, après tout ce qu'on vient de voir, depuis Gabriel Ferry et Gustave Aimard jusqu'à Boussenard et Paul Divois en passant par Jules Verne. Mais Rivière disait, c'est pas de la littérature d'aventure. Il existe une littérature d'aventure hors de France, nous n'en avons pas. Et les modèles qu'il donnait, c'était Stevenson, l'auteur de l'île au trésor, notamment, Kipling, auteur de Kim, notamment, c'est l'île au trésor 83, Kim 1901, et Jack London, qui commençait à être un petit peu connu, en tout cas de Jacques Rivière, au début du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces
ces trois auteurs, aux yeux de Rivière, c'est que, pour eux, les aventures, ça n'est pas une péripétie du roman, comme chez Jules Verne. Pour eux, les aventures, c'est le thème même du roman. Et les personnages, alors surtout Stevenson et London, Kipling c'est plus compliqué, mais chez Stevenson et chez London, les personnages ne cessent de s'interroger sur le sens de l'aventure. À mon avis, celui qui a porté cette idée le mieux, c'est Joseph Conrad, qui commence à publier en 1895, qui meurt au milieu des années 1920, et qui incarne parfaitement ça. Ces personnages vivent beaucoup moins d'aventures qu'ils n'en rêvent, et qui ne dissertent sur le sens à donner à ces aventures. C'est pour ça, si vous ne l'avez pas lu, il faut lire Lord Jim, qui est publié en 1901, qui est parfaitement emblématique de ça. Et puis, d'autre part, là où il y a un doute chez Stevenson, chez certains romans de London et de Kipling, il n'y a plus de doute chez Conrad. Conrad s'adresse à des adultes. Conrad ne propose pas de roman pour les jeunes. Et c'est en s'adressant à ces adultes, en mettant en scène des personnages qui vivent des aventures, certes, mais surtout qui réfléchissent au sens de ces aventures, que Conrad joue un rôle très important dans l'héroïsation de la figure de l'aventurier. Alors on le voit très très bien avec la trilogie des romans de Conrad qui mettent en scène le personnage de Tom Lingard. La Folie Almeyer en 1895, Un Paris à l'Ésile en 1896, La Rescousse en 1920. Au fur et à mesure qu'on avance dans ces romans, Conrad hésite de moins en moins à qualifier Tom Lingard d'aventurier. Et en 1901, Conrad est parfaitement un aventurier dans un sens extrêmement dans un sens extrêmement positif. Et bien ça se passe un petit peu en France au même moment. En 1920, l'année où Conrad publie La Rescousse, Pierre Macorlan publie Le Petit Manuel du Parfait Aventurier. Il reprend un peu les thèmes de Jacques Rivière, il dit il faut avoir une littérature qui ressemble à ce que fait Stevenson, ce que fait Conrad, ce que fait London. Ça ne se fait pas encore en France, et dans ce livre, Macorlan défend ce qu'il appelle le joli nom d'aventurier. D'ailleurs, c'est un livre extrêmement cruel pour Jules Verne, puisque dans Le Petit Manuel du Parfait Aventurier, Macorlan explique que le monde de Jules Verne, c'est rien, c'est juste le jardin des plantes. C'est un immense jardin dans lequel tous les arbres sont étiquetés, tous les animaux sont étiquetés, et on ne vise que à apprendre des connaissances positives. Et Macorlan dit, c'est pas ça qu'il faut. Il faut réfléchir à ce que fait l'aventure dans nos vies. On est en 1920. À ce moment-là, Monfred est déjà en mer Rouge, en train de, pour le coup, vivre une vie d'aventure. Vous voyez, quelque chose change dans le paysage littéraire à ce moment-là. Les éditeurs français, qui ne sont pas bêtes, cherchent le Conrad français. Beaucoup de gens écrivent à ce moment-là des romans d'aventure qui commencent à être des romans d'aventure pour adultes. On peut penser à Blaise Cendrars, on peut penser à Joseph Kessel, justement, on peut penser à Joseph Perret, il y en a plein. Mais en France, on croit qu'on a le Conrad français. Grasset est persuadé de tenir le Conrad français. Gallimard est persuadé de tenir le Conrad français. Pour Grasset, c'est André Malraux qui vient de publier Les Conquérants et La Voie Royale. Et pour Gallimard, c'est Saint-Exupéry qui vient de publier Courrier du Sud, Vol de nuit. Et de fait, ces deux auteurs-là racontent toute une série d'histoires, reprennent des codes du roman d'aventure, c'est évident pour La Voie Royale chez Malraux, mais leurs personnages passent leur temps à se demander ce que c'est que les aventures et ce que ça signifie. Et Malraux et Saint-Exupéry détaillent les vertus de l'aventure. Et c'est pour ça qu'on peut parler de mystique de l'aventure à partir de ce tournant du 19e et 20e siècle.
c'est-à-dire un ensemble de vertus auxquelles on accorde une valeur suprême. Qu'est-ce que seraient les valeurs de l'aventure qui n'existent pas chez Jules Verne, qui n'existent pas dans la littérature du XIXe siècle? Il y a cette idée que l'aventure, c'est le moyen de s'accomplir soi-même, dans l'instant, de saisir son propre destin par la confrontation recherchée avec la mort. L'aventure, c'est très sensible chez Saint-Exupéry, c'est le moyen de dévoiler le sens caché du monde. Dans le voyage et le risque, il va se passer des choses qui fait que d'un seul coup, on va comprendre qui on est, on va comprendre quel est le monde. Et il ne s'agit plus seulement de devenir un homme trempé. Il s'agit de faire une expérience qui est certes physique, mais qui est aussi éminemment spirituelle. Et si vous regardez les photos de Monfred, qui est un peu l'héritier de ce basculement-là, ça doit nous frapper. Parce que le corps des héros d'aventure du XIXe siècle, c'était des corps d'athlètes. C'était des gens qui étaient modelés par le modèle militaro-viril du XIXe siècle, des costauds. Les aventuriers qui vont être l'héritier de ce basculement-là ne sont pas des grands costauds. C'est Laurence d'Arabie, c'est Henri de Monfred, ce sont des gens dont le corps a beaucoup plus à voir avec celui d'un ascète ou d'un prophète qu'avec celui d'un sportif. C'est aussi des gens, et là Monfred s'en écarte peut-être un peu, qui ont, comme dit Malraux, le génie de l'adolescence. C'est-à-dire, on reprend cette idée du XIXe siècle que le renoncement aux aventures, c'est le signe du passage à l'âge adulte. Mais alors, pour ces gens qui sont des aventuriers tout au long de leur vie, eh bien, ça se voit, parce qu'en fait, ils restent des adolescents tout au long de leur vie. C'est ce que Malraux dit de Laurence d'Arabie, et c'est évidemment ce qu'on dit beaucoup à l'époque de Rimbaud. Rimbaud, qui est mort en 1891, Rimbaud qui n'a jamais prétendu qu'il était un aventurier, mais Rimbaud qui, au lendemain de sa mort, va être désigné comme tel à titre posthume et devenir l'incarnation de l'aventure moderne. Et Rimbaud qui représente parfaitement cette idée que l'aventure est le moyen de dévoiler le sens caché du monde. Ce qu'on va raconter sur Rimbaud, et encore une fois, rien dans les textes de Rimbaud ne nous permet de penser que Rimbaud l'avait pensé lui-même. Mais ce qu'on va beaucoup dire après, c'est que Rimbaud a été un poète voyant pendant quelques années, qu'il a exploré les frontières du langage, qu'il a initié la modernité poétique, et puis un jour il a arrêté. Il n'a plus du tout publié, et puis il est parti sur les routes, et puis il a vécu cette vie vagabonde en Europe avant de se retrouver à Aden et de faire du trafic d'armes en Éthiopie. Et qu'au fond, finalement, tout ça c'était équivalent. Que dans un premier temps, il avait cherché à élucider le mystère du monde par la révolution de l'activité poétique, et que dans un deuxième temps, il avait tenté d'élucider le mystère du monde par l'aventure. Et vous me dites, hein, alors, quand je m'arrête, parce que je voudrais quand même aller jusqu'à quelque chose qui est toujours frappant quand on pense à Henri Monfred, qui est son ambiguïté politique, qui peut s'expliquer de bien des façons. Hein. Bien sûr, en particulier le fait qu'il ait soutenu l'invasion de l'Éthiopie par les armées de Mussolini en 1935, et qu'il ait eu des sympathies pour le régime fasciste. On peut toujours dire que c'est parce qu'il avait eu des problèmes avec Haïlé Sélassié qu'on lui avait confisqué ses propriétés et que finalement l'arrivée des Italiens, c'était le moyen de retrouver ses propriétés. D'accord. Il y a quelque chose de beaucoup plus ambigu de toute façon dans ce qui se passe dans cette région du monde, mais je sais que vous aurez une conférence sur l'Éthiopie, donc je ne voudrais pas trop m'en mêler, mais
Mais il faudrait revenir sur ce reportage de Joseph Kessel. Joseph Kessel, on va dire qu'il est insoupçonnable politiquement, d'une certaine façon, précisément pendant la Seconde Guerre mondiale, lui, il sera résistant, tout un tas de choses. Mais qu'est-ce qui lui passe dans la tête en 1929 pour aller faire ce plus grand reportage de la France de l'entre-deux-guerres en Éthiopie à la recherche des derniers marchés d'esclaves? Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de marché d'esclaves en Éthiopie quand il y va, c'est pas la question. C'est que le combat anti-esclavagiste, le combat contre la traite et l'esclavage, à partir des années du milieu du XIXe siècle, disons, c'est le principal argument de la propagande coloniale en Afrique. Il faut coloniser l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, parce que les Européens ont mis fin à la traite et à l'esclavage dans leurs propres colonies, c'est-à-dire essentiellement les Antilles, ou les Mascareignes, mais l'esclavage demeure en Afrique, la traite d'esclaves demeure en Afrique, et donc envoyer des soldats en Afrique, et installer des colonies en Afrique, c'est le moyen de mettre fin à la traite et à l'esclavage. En 1929, quand Kessel part pour l'Éthiopie, et se fait aider par Monfred, l'Éthiopie c'est le dernier pays indépendant d'Afrique, à part l'exception du Libéria qui est un cas particulier, puisque c'était un pays qui avait été fait précisément pour les esclaves libérés. On rejoue en fait en 1929, Kessel rejoue en 1929, le journal Le Matin rejoue en 1929, en fait un discours qui date des années 1860-1870 et qui dit il est important d'aller prendre pied en Afrique pour mettre fin à la traite et à l'esclavage. Donc la logique qui conduit Monfred à aider Kessel en 1929, puis soutenir le maréchal Graziani en 1935, en fait c'est aussi une logique qui correspond à la propagande coloniale européenne de ces années. Et puis il y a autre chose, et ça renvoie à cette longue histoire de l'aventure, c'est que les auteurs de romans d'aventure du XIXe siècle, c'était tous des progressistes. On peut nuancer, par exemple, on peut trouver que Jules Verne passe d'une position très progressiste dans les années 1860 et une position beaucoup plus pessimiste aux alentours de 1900, mais enfin c'était des gens qui participaient à tout le grand projet d'enseignement des sociétés européennes du XIXe siècle, des livres qui étaient donnés aux écoles. C'était des gens qui, comme Gustave Aimard, se disaient républicains. Républicanisme de Jules Verne est sujet à caution, mais par contre c'était un libéral progressiste. Meinrad, pareil, libéral aussi. Les auteurs de romans d'aventure du XXe siècle et les aventuriers du XXe siècle, puisque la frontière entre la fiction et la réalité n'est pas claire dans ce domaine, eh ben c'est beaucoup plus ambigu. Parce qu'à partir du moment où vous ne partez pas au nom d'une mission, la science, le travail, la religion, mais que vous partiez pour vous accomplir vous-même dans l'instant même, sous le signe de l'aventure, que votre seul objectif c'est l'aventure pour elle-même, eh bien vous n'avez pas de boussole. Vous avez une direction, et vous n'avez pas de sens. On ne doit pas s'étonner, chez Malraux, Saint-Exupéry, Conrad un peu moins, mais de voir si fréquemment la référence à Nietzsche. Saint-Exupéry dit à propos du philosophe allemand Nietzsche, « J'aime ce type immensément ». Et pourquoi? Parce que Nietzsche, en tout cas tel qu'il est reçu en France dans ces années-là, c'est celui, comme dit Zarathustra, qui veut délivrer les hommes de l'esclavage du but. Je viens vous délivrer de l'esclavage du but. L'aventurier, c'est moderne, c'est celui qui se délivre de l'esclavage du but. Il ne vit pas des aventures pour la patrie, la religion, que sais-je. Il vit des aventures pour se réaliser lui-même. Conrad, lui, a conscience de ça. Il ne parle pas de Nietzsche, mais il parle de Don Quichotte. Et il dit, puisque Don Quichotte,
à ce moment-là, devient ce modèle de quelqu'un qui veut vivre des aventures pour lui-même, même si ce n'était pas exactement ce qu'il y avait dans la tête de Cervantes, mais c'est comme ça qu'il est lu à partir de la fin du XIXe siècle. Et Conrad dit, Don Quichotte, il est magnifique, mais c'est vrai qu'il n'est pas bon citoyen. Il ne pense pas à la société, il pense qu'à lui. Malraux, c'est vraiment très frappant, par exemple, dans son parcours. Quand il entre en littérature, il entre avec des romans d'aventure, donc La Voie Royale, qui sont complètement dégagés de l'esclavage du but. Les Conquérants, c'est même encore pire, puisque dans Les Conquérants, il met en scène deux personnages, un révolutionnaire, Borodine, et un aventurier, Garine. Et la sympathie de Malraux, elle va pour l'aventurier, Garine, c'est-à-dire celui qui se rend dans la Révolution, mais par intérêt personnel, pour vivre une aventure à travers la Révolution. Alors que Borodine, c'est le révolutionnaire professionnel. Il y a un débat sur les conquérants de Malraux aux alentours de 1930, où Trotsky intervient en disant qu'il en veut beaucoup à Malraux. Il dit qu'on ne peut pas préférer l'aventurier Garine au révolutionnaire professionnel Borodine, et dit Trotsky, une bonne inoculation de marxisme aurait évité à l'auteur bien des erreurs. Sauf qu'à un moment donné, Malraux va s'engager. Malraux s'engage à partir des années 1930 dans l'antifascisme, la condition humaine en 1933, l'espoir en 1936, puis après il va s'engager dans le gaullisme. Et à partir du moment où il s'engage en politique, Malraux ne publiera plus rien sur l'aventure. Parce qu'il a conscience, comme Conrad, du fait qu'il y a une incompatibilité entre l'engagement politique, quel qu'il soit, et la passion pour l'aventure. C'est tellement vrai que Malraux a écrit un texte magnifique, qui est une biographie de Laurence d'Arabie, qui est une exaltation de la figure de l'aventurier, de la figure moderne de l'aventurier, livre auquel il voulait donner le nom du démon de l'absolu, et il va renoncer à le publier, parce que publier ce livre-là est incompatible avec son engagement antifasciste, puis son engagement dans la résistance, puis son engagement gaulliste. On ne peut pas être engagé et défendre l'aventure. Il y a très peu de cas de gens qui ont réfléchi à ça à l'époque. Je vous en donne un seul, parce que ça me permettra de me faire de la publicité. C'est le cas de Conrad, quand Conrad publie Cœur des ténèbres en 1899. Donc en général, c'est un livre qu'on connaît, même si on ne l'a pas lu, parce que c'est le livre qui est repris par Francis Ford Coppola quand il fait Apocalypse Now et qui place l'intrigue de Cœur des ténèbres dans le Vietnam de la guerre vietnamo-américaine. Dans Cœur des ténèbres, le personnage remonte, le héros, le narrateur, remonte un fleuve, on ne sait pas lequel, le Congo, parce qu'on avait remonté le Congo, mais ce n'est pas dit dans le roman. Et il remonte le fleuve à la recherche de quelqu'un qui a disparu, qui s'appelle Kurtz, comme le héros de Apocalypse Now. Et on a des bruits épouvantables sur ce Kurtz, qui fait venir en Europe des monceaux d'ivoire, mais il y a des bruits étranges qui circulent sur lui. Et effectivement, quand on arrive, on voit Kurtz, en fait, il s'est construit un royaume de terreur à l'intérieur de l'Afrique. Il vit dans une petite maison entourée de pieux sur lesquels sont fichées des têtes coupées d'Africains, la terreur lui permettant d'avoir cette production d'ivoire invraisemblable. Bon, en fait, au moment où Conrad écrit, ce n'est pas l'ivoire le problème du Congo, c'était le caoutchouc. Mais lui, il avait connu le Congo 10 ans avant, ce qu'il avait vu, c'était l'ivoire. Et à ce moment-là, il met en scène un petit personnage, lui, là, un petit personnage de jeune russe, qui a eu une vie incroyable, qui a un ancien mousse, qui a déserté, qui s'est retrouvé aller de bateau en bateau, vivant une vie incroyable, et pour finir par se mettre au service de Kurtz. Si quelqu'un a jamais eu l'esprit d'aventure, écrit Conrad dans Cœur des ténèbres, c'est bien ce jeune homme au manteau rapiécé.
Et il y a quelques années, avec un ami dessinateur, on s'était proposé de faire une édition illustrée de Cœur des Ténèbres. C'est le texte de Conrad, mais cet ami dessinateur me proposait des illustrations. Quand il arrive à cet endroit-là du livre, il me dit qu'il n'a pas envie de montrer la maison de course avec les têtes d'Africains coupées, que ça le répugne. En même temps, ça fait partie du livre, donc il le met au fond. C'est ce qu'on a dans l'ombre là-bas. Il faut savoir. Hein. Il a très très peur d'être obscène. Par contre, devant, il met le petit personnage du petit russe. Il m'avait donné toutes ces illustrations pour que je les commente. Et ça m'a brutalement frappé en voyant le personnage du petit russe. Cœur des Ténèbres, c'est un livre très sombre, où les couleurs qui sont décrites par Conrad, c'est toujours du noir, du vert sombre. Et à 2 moments seulement, il y a des couleurs vives dans le livre. Quand il présente la tenue du petit russe, et au début du livre, quand le narrateur, Marlowe, vient chercher son engagement de capitaine dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui est très certainement Anvers, et là, quand il rentre dans l'antichambre, il y a au mur une grande carte de l'Afrique. Et là, on voit, décrit par Conrad, les taches bleues de l'Empire français, les taches rouges de l'Empire britannique, la tache jaune du roi des Belges, les taches violettes des Portugais, etc. Et il fait la même description. Donc on comprend ce que veut nous dire Conrad. Enfin, moi, j'ai eu besoin du dessin pour ça, mais il y a sans doute des gens qui l'avaient compris juste en lisant le livre. Mais on comprend à ce moment-là que, évidemment, ce que porte le jeune russe, c'est la carte de l'Afrique telle qu'elle est en train, à ce moment-là, d'être découpée par les puissances européennes. Et ça n'est pas un hasard si le personnage qui porte cette carte, c'est cet individu dont Conrad dit que si jamais l'esprit d'aventure s'était incarné, c'était dans ce jeune russe, puisque ce qu'il nous montre là, c'est, et ça c'est quelque chose d'important pour l'époque, c'est la façon dont l'esprit d'aventure peut se mettre au service des pires formes de la domination coloniale. Ça, d'autres, par la suite, vont s'en rendre compte. Hein, Paul Mizan, dans Aden Arabi, par exemple, en 1929, où Mizan va critiquer, en communiste, l'utilisation qui est faite des rêves d'aventure des jeunes gens par les affiches de recrutement des armées coloniales. Mais c'est assez rare. C'est assez rare, et il faut être soit un artiste comme Conrad, soit un militant comme Mizan pour tenir ce genre de discours sur l'aventure dans ces années où Monfred se retrouve en mer Rouge. Monfred, lui, pour sa part, est loin du compte. Je vous propose de m'arrêter là. Oui. Et d'aller manger, c'est ça? Si vous voulez poser des questions avant, peut-être, si vous voulez échanger, juste, je vais mettre des piles dans le deuxième micro. Moi, je vous entends, en tout cas. Oui. Quelle place, merci beaucoup.
j'ai bu petit lait tout au long de votre conférence. Quelle place donnez-vous à Blaise Sandrard dans ce panorama? Ouais, c'est compliqué parce que Blaise Sandrard, c'est vraiment compliqué. Et pour une raison, c'est que il y a un mystère qu'on n'a pas élucidé, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé au tournant des 19e et 20e siècle. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que l'aventure devient cette valeur suprême? Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que l'aventurier devient un personnage positif? C'est quand même un... Alors, en tout cas, moi, c'est une question qui m'a beaucoup travaillé. Évidemment, c'est du domaine de l'interprétation. On peut constater que ça s'est passé comme ça, mais il faut essayer de trouver une solution. Mon hypothèse, c'est qu'aux alentours de 1900, il y a une crise occidentale des représentations du monde pour 3 raisons. Les taches blanches ont disparu sur les cartes de géographie. En gros, on est en train de faire disparaître l'inconnu géographique. Alors, c'est pareil, il y a encore des taches blanches pendant un certain temps, mais en gros, c'est ce qui se dit. La conquête du pôle Sud en 1911, c'est fini. On a l'impression que le monde est, comme dit Henri Michaud, cadastré. La seconde chose qui se passe, c'est que les empires coloniaux sont là, et le discours de propagande coloniale vise à dire que les empires sont là pour éradiquer la sauvagerie. On fait advenir la civilisation, c'est le principe de la mission civilisatrice, la sauvagerie disparaît. Donc on a un monde dans lequel il n'y a plus d'espace inconnu, où on ne peut plus aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, comme disait Baudelaire. On a un monde qui est civilisé, alors imparfaitement civilisé, mais en voie de civilisation, d'où la sauvagerie est en train de disparaître. Et on a un monde, on est dans une sorte de seconde révolution des transports, si on veut, mais c'est une révolution des transports qui touche le monde entier, cette fois-ci. Les transports et les communications. Il ne s'agit pas seulement de la navigation à vapeur et du train, comme dans les années 1840-1850, là c'est autre chose. On a le premier réseau de communication du monde avec les câbles sous-marins pour le télégraphe. C'est notre web à nous, le premier modèle du web, le premier modèle de la toile, c'est les câbles télégraphiques sous-marins. Le dernier, il est posé en 1902. On a l'impression qu'aujourd'hui, qu'à ce moment-là, qu'il est extrêmement facile de faire le tour du monde. D'ailleurs, à partir des années 1870, il y a des agences de voyage qui proposent des tours du monde pour les touristes fortunés. Donc, l'aventure, à ce moment-là, si elle se constitue en mystique, c'est en réaction contre cette disparition du monde ancien. L'idée que les aventures étaient possibles autrefois, mais que dans le monde nouveau, civilisé, avec des moyens de transport connus, civilisés, avec des moyens de transport sûrs et confortables, l'aventure n'est plus possible. Et ce qui fait de toutes les figures de l'aventure qui apparaissent à ce moment-là des figures nostalgiques. L'aventurier, ah oui, je voulais finir là-dessus d'ailleurs. L'aventurier, c'est toujours le dernier aventurier. L'aventurier moderne, celui qui apparaît aux alentours de 1900. Il est toujours le dernier aventurier, celui qui n'est plus à sa place dans le monde actuel. C'est un avatar du modèle romantique de l'homme né trop tard dans un monde trop vieux. Et Sandrard, c'est un problème, parce que toutes ces figures nostalgiques de l'aventure, ce sont des gens qui vont réinventer l'espace rêvé de l'aventure. Qu'est-ce que fait Monfred quand il est sur son boutre en mer Rouge? Ben, il est précisément pas sur un paquebot. Alors, à l'âge des grands paquebots, il reprend les vieilles façons de se déplacer dans des endroits dangereux, imparfaitement civilisés, pour vivre des aventures qui, à l'époque à laquelle il pense, n'étaient pas pensées comme des aventures. Et Sandrard, c'est un problème, parce que lui, c'est un amoureux de la modernité. Il est à la fois fasciné par cette mystique nouvelle de l'aventure, sur laquelle il écrit beaucoup, mais il ne regrette rien du monde d'avant. Il aime les trains, il aime les avions, il aime les usines, il aime les grosses voitures. Donc c'est vraiment un cas très étrange. Ah oui, il est mal... En fait, ce qu'il faut lire, surtout c'est ce qu'on ne voit pas très bien, c'est le dernier aventurier.
Henri de Montfray, le dernier aventurier chante la mer. Mais il y a le disque, j'ai vu dans l'expo. Oui. Est-ce que vous considérez Sissi Azikiwe, par exemple, comme un aventurier? Qui ça? Sissi Azikiwe. Vous en avez entendu parler ou pas? Non. C'est un Européen d'origine albanaise qui a parcouru le continent, qui a écrit son autobiographie à travers des aventures congolaises, et dans lesquelles À quelle époque? 20e, il était contemporain d'ailleurs, il est passé l'émission de Bernard Pivot Strophe, dans les années 80 je crois. Alors redonnez-moi son nom. Sissi Azikiwe, C-I-Z-I-A, Z-Y-K-E. Non, c'est pas. Enfin, Sissi, oui, je crois, ça c'est son nom à la base. Mais c'était l'extrémiste vraiment. Qui jouait, il avait un vice profond avec le jeu, puisque tout ce qu'il gagnait dans ses aventures, était profondément cupide et même putride, était rejeté après par le jeu, par la perte. Et ainsi de suite, il recommençait, il a gagné tous les ans, mais c'est réel. C'est notre époque. Il a captivé toute une génération. Il a héritier aussi de Nietzsche, quelque part. Et de toute cette frange que je parle de Nietzsche. À travers la violence et il y a des livres comme Oro. L'Oro, c'est vraiment le livre autobiographique qu'on a écrit qui est plus explicite par rapport à ce qu'il a vécu. Et d'autres font plutôt romancer l'imagination et Alors bon, on est en dehors de mon champ de compétences. Moi je suis quand même surtout un spécialiste du 19e siècle. ça, quand vous dites ces derniers aventuriers, à cette époque-là, On s'est posé la question. non, ça a pris dans la considération. Non, c'est une question de réponse. Personne qui savait dans les contrôles. Moi j'avais une question en fait, parce que donc on a bien compris que cette littérature d'aventure, celle qui a aussi imprégné Henri de Montfray, elle était destinée aux jeunes garçons. Donc on a vu que la pédagogie des filles était toute autre chose, tournée vers l'intériorité et le foyer, mais il y a quand même eu des aventurières. Et est-ce que vous pourriez en parler en quelques mots? Est-ce qu'elle aussi, à l'époque de Henri de Montfray, elle représentait aussi ce même individualisme et l'aventure pour soi, pour sa découverte propre, ou elles avaient d'autres orientations, d'autres intentions, d'autres motivations propres que de se réaliser elles-mêmes? Ouais, alors, de fait, j'avais un peu prévu d'en parler, mais... C'est plus... elle partait de plus loin, parce que l'aventurier... Elle partait plus loin parce que la situation des hommes et des femmes dans la société du XIXe siècle, c'était quelque chose, mais elle partait plus loin aussi parce que les modèles n'étaient pas les mêmes. Encore une fois, un aventurier au XIXe siècle, on a cet héritage des mercenaires médiévaux, des pirates, flibustiers, boucaniers et des intrigants des cours du XVIIIe siècle. Et pour les femmes aventurières, pendant très très longtemps, ça n'a pas été le féminin d'aventurier. Une aventurière, c'est une courtisane. Et le moment où l'aventurière devient véritablement le féminin de l'aventurier, ça se passe en gros avec un petit décalage par rapport à cet avènement d'une mystique moderne de l'aventure, disons entre les années 1880 et les années 1920. On peut trouver des modèles, on peut toujours trouver des modèles antérieurs. Isabelle Eberhardt, qui meurt dans la crue de l'Oued à Inselfra en 1904, sera rétrospectivement considérée comme une aventurière. Mais si vous lisez les œuvres complètes d'Isabelle Eberhardt, elle ne dit pas ça d'elle-même.
Et le moment où ça va commencer à se faire, c'est c'est dans l'entre-deux-guerres. Alors, celles-là sont célèbres, hein, Alexandra David-Néel et La Maillard. Et La Maillard, en plus, aura une longue carrière de voyageuse et d'aventurière, et elle va même complètement accompagner, d'une certaine façon, le mythe de l'aventurière au XXe siècle, jusqu'à ce que, dans les années 1980, on crée la figure de l'écrivain voyageur, une figure qui n'existait pas avant, hein, qui est à peu près contemporaine du festival étonnant voyageur de Saint-Malo. Mais il y en a d'autres. Actuellement on redécouvre, si on ne les connaissait pas très bien. Tita Aina, par exemple, qui avait été la sœur d'Alfred Sauvy, le démographe, aviatrice. Elle, pour le coup, résolument fasciste, et même un peu nazie. Mais il y en a d'autres, bien sûr, et ça commence, sauf qu'en fait, il faut se méfier des effets de relecture. C'est-à-dire que le voyage d'une Parisienne à Lhasa d'Alexandra David-Néel, de mémoire, c'est 1926 ou 1927, quelque chose comme ça. Les premières croisières d'Ella Maillard, celle qu'a fait Peter Fleming, par exemple, le frère de Yann, c'est au milieu des années 1930. Donc ça existe. Et il y a un marché éditorial pour que ces livres soient publiés. Donc on n'est plus du tout dans le 19e siècle. Mais on n'est pas non plus dans le moment qu'on vit depuis une trentaine d'années, je dirais, où, sous l'influence de ce mouvement étonnant voyageur et la figure de l'écrivain voyageur, on va relire toutes ces existences, les compiler, rééditer les livres, avec souvent d'ailleurs des titres qui n'étaient pas les titres originaux, pour mieux les faire coller à la figure de l'aventurière. Mais bien sûr, c'est le principal renouvellement. Avec, plus encore pour les femmes que pour les hommes, Malraux disait, je crois que c'est dans Les Conquérants justement, tout aventurier est né d'un mythomane. C'est-à-dire que pour être un aventurier, il faut déjà avoir une forte capacité à se raconter des histoires et à confondre la réalité et la fiction. Et donc du coup, d'ailleurs, tout aventurier est soupçonné de ne pas avoir vécu les aventures qu'il raconte. Ou en tout cas, de ne pas les avoir vécues exactement de la façon dont il les raconte. Il y a même cette idée, ça c'était Jean-François Deniau qui disait ça, parce que c'était un homme politique qui avait un peu posé à l'aventurier, il disait qu'à l'époque où il était en Indochine, je crois bien, qu'on se méfiait de ceux qui écrivaient des livres, parce que quand on est un vrai, on n'écrit pas. Alors en fait non, en aventurier c'est exactement l'inverse, tout est mêlé depuis l'ascension du récit de voyage romantique entre l'écriture et la vie. Donc on se méfie. Malraux, Amanti, Chateaubriand qui nous raconte à l'époque pour le récit de voyage romantique, Chateaubriand n'est jamais allé jusqu'aux montagnes bleues, il nous a menti. Mais pour les femmes, c'est pire. Parce que Alexandra David-Néel, par exemple, on l'a soupçonné de ne jamais être allée à Lhasa. Marga d'Andurin, vous avez peut-être entendu parler d'une autre aventurière de l'entre-deux-guerres qui serait arrivée à la Mecque déguisée en pèlerin musulman mâle. Il en a fait un livre. On l'a soupçonné que c'était faux. Et on le soupçonne aussi pour les hommes, mais je trouve que c'est encore plus frappant quand on a les récits d'aventurières. Merci. Certes, comme vous dites, du coup, il n'y a plus vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment l'idée de reconquérir, la planète, on va dire, parce que du coup, tout est déjà connu.
Mais aujourd'hui, du coup, tous les romans d'aventure, etc., et ben, si on veut du renouveau, ça va se passer dans l'espace. C'est une des possibilités. En fait, c'est pas si vrai parce que par exemple, aujourd'hui, il y a tout un discours qui dit de toute façon, c'est impossible de vivre une aventure à cause du GPS. Le GPS, ça transforme nos représentations du monde et non seulement il n'y a plus d'espace inconnu, mais il n'y a plus de hasard. Même. On ne peut plus aller à l'aventure. Sauf qu'en fait, ce discours-là, c'était déjà le discours qu'on tenait en 1900. Il y a un texte de Jack London magnifique où il dit ah, le monde d'Homère, quelle aventure c'était. Sauf que Jack London, vers 1900, sauf qu'aujourd'hui, dans un texte qui s'appelle Le rétrécissement du monde, sauf qu'aujourd'hui, le monde a tellement rétréci qu'aucune aventure n'y est plus jamais possible. Là, sauf qu'en fait, les gens qui ont dit ça, c'est précisément ceux qui ont inventé le discours moderne sur l'aventure. Donc il y a aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait que l'espace, moi. Non, mais c'est vrai que du coup, on ne peut plus vraiment écrire de quelque chose de vraiment nouveau, puisque de toute façon, ça sera toujours soit une réinterprétation de quelque chose qui a déjà été écrit par rapport à un monde qu'on connaît déjà. Oui, c'est vrai, mais en même temps, cette mystique moderne de l'aventure, elle est vraiment apparue en réaction nostalgique à un monde qui avait disparu. D'ailleurs, je pense que les plus beaux textes qu'on a, ce sont souvent des gens qui ont parfaitement conscience qu'ils sont en train de réinventer de façon ludique l'espace qui autrefois autorisait les aventures, sauf que autrefois cet espace-là, on ne l'appelait pas comme ça, on ne s'appelait pas aventurier. Et après, je discutais de ça l'autre jour avec un vrai savant, enfin une vraie savante, une biologiste marine, qui me disait avec raison qu'on connaît mieux aujourd'hui la surface de la Lune que le fond des océans. Et que si on veut vivre des aventures au fond des océans, c'est encore possible. Par contre, on voit rien. Je vous remercie. Merci.